Bonjour. Cette fois-ci, on va aborder un sujet en rapport avec notre cercle intérieur. Et donc, même si vous n'avez pas encore atteint ce stade au sein de l'association, eh bien, ça va vous intéresser parce que justement, ça va vous donner une idée de ce que nous faisons dans nos loges au sein de l'ordre maçonnique hermétique. En fait, le thème que je vais développer ici, c'est « Que vient-on faire en loge ?» Alors, dans certains rituels, il y a une réponse qui dit « Vaincre nos passions, soumettre notre volonté et faire de nouveaux progrès en franc-maçonnerie. » Alors, on va voir ensemble là, qu'est-ce que ça signifie vraiment. Alors, d'abord, on fait un travail sur la symbolique en loge. Vous savez, il y a le vieil adage alchimique vitriol qui a été repris par la maçonnerie et qui signifie en fait « visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre de l'œuvre ». En fait, cet adage indique un processus de transformation intérieure et donc qui concerne la partie la plus intime de l'être humain. La première phase du processus initiatique consiste donc à permettre aux maçons de maîtriser parfaitement la fonction symbolique. Alors, c'est quoi la fonction symbolique ? Eh bien, c'est une fonction de notre psychisme qui s'est installée en nous d'ailleurs lors de la petite enfance et qui va être réorientée. Le but est de pouvoir induire certains états de conscience à partir de la confrontation avec des symboles. Ces symboles, si vous voulez, constituent à ce moment-là un alphabet des énergies. Alors ça, c'est très important parce qu'il convient d'aborder la relation aux symboles avec une perspective complètement nouvelle par rapport à l'approche intellectuelle des symboles qui est couramment pratiquée dans les loges et qui malheureusement ne sert pas à grand-chose. Un symbole n'est pas fait pour être abordé avec notre mental. En fait, plus on intellectualise un symbole, moins on le vivifie. Et donc, en ce sens, les longues planches sur la symbolique, souvent d'ailleurs fort ennuyeuses, qui sont lues en loge, ne servent à rien si elles ne sont pas suivies d'une méditation personnelle sur le symbole. Et donc, j'insiste sur ce point parce que il s'agit là d'une dégénérescence extrêmement dangereuse de la franc-maçonnerie. Notre approche du symbole, nous, doit être complètement différente. Elle n'a rien à voir avec le mental, mais au contraire, elle s'efforce à le faire taire. Le symbole doit être un objet de méditation. Il s'agit en fait, une fois le mental apaisé, de se recueillir pour ressentir le symbole à l'intérieur de soi-même. Et là, le symbole va nous illuminer. Second point que je voudrais aborder maintenant avec vous, il s'agit des mythes fondateurs de la franc-maçonnerie, puisque en plus du travail de méditation sur les symboles, le franc-maçon reçoit des initiations lors desquels il participe à des drames rituels. Et lors de certaines initiations, le candidat joue le rôle d'acteur principal d'une sorte de petite pièce de théâtre dont la trame est un récit mythique. Alors, on peut regrouper ces mythes fondateurs de la franc-maçonnerie en plusieurs rubriques. Il y a d'abord le mythe de la destruction et de la reconstruction du temple de Jérusalem. Ensuite, le mythe de la légende d'Hiram, et ensuite, le mythe de la chevalerie spirituelle. Il s'agit bien ici de mythes, c'est-à-dire que le franc-maçon ne doit pas prendre ces histoires au premier degré. Alors, on va les voir tour à tour, et commençons par le mythe de la construction du temple. Ce thème de la construction du temple de Salomon est central dans la plupart des rites maçonniques, surtout d'ailleurs dans les 3 premiers grades. Pourtant, en fait, ce mythe
ne doit pas être limité à la seule histoire du judéo-christianisme. Lorsqu'on parle de la construction du temple en maçonnerie, le temple dont il est question ne se situe pas dans l'espace-temps. La franc-maçonnerie n'est pas une religion ayant pour temple celui de Salomon et pour Dieu le grand architecte de l'univers. Ce mythe du temple de Salomon doit avoir une autre interprétation, une interprétation ésotérique et bien plus profonde. Et notre approche doit privilégier non pas l'aspect extérieur, le temple de Salomon, mais un aspect intérieur. En effet, le véritable temple que le franc-maçon doit construire est tout simplement son temple intérieur. Alors, vous allez peut-être me demander, mais que signifie alors construire son temple intérieur? Alors, réfléchissons un peu. Un temple, c'est un lieu où se trouve la présence du divin. Par exemple, dans la Bible, l'apôtre Paul pouvait dire « Savez-vous que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu réside en vous ?» On voit donc que le franc-maçon doit créer à l'intérieur de lui-même un endroit où il va pouvoir entrer en contact avec l'élément divin présent en lui. Et cela est illustré par l'homme inscrit dans l'étoile à 5 branches. Ce pentagramme exprime la correspondance entre ce qui est en haut, l'étoile à 5 branches, et ce qui est en bas, l'homme aux bras et jambes écartés et dont le centre est identique. Ce symbole, repris dans le célèbre dessin de Léonard de Vinci, signifie donc qu'au terme du processus initiatique, le maçon devient maître des 5 éléments, cette maîtrise étant illustrée par les 5 points de contact entre le corps humain, la tête, les 2 mains et les 2 pieds, avec les 5 points du pentagramme. Maintenant, abordons le deuxième mythe, celui de la légende d'Hiram. La légende d'Hiram est au centre de l'initiation au grade de maître. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en maçonnerie, le grade de maître n'apparaît dans l'éloge que tardivement. Il faut savoir qu'il fut présenté pour la première fois à Londres en 1726 sous forme d'une pièce de théâtre jouée par des acteurs francs-maçons. Et au départ, il relatait 2 épisodes de la Bible, la construction du temple de Salomon et la mort de Noé. Mort, en fait, qui correspond symboliquement à la disparition de son savoir secret. Et en 1730, ces 2 histoires sont modifiées et fusionnées, et c'est ainsi que naît la légende d'Hiram. Cette légende d'Hiram est reliée aux mystères antiques, liés au thème de la mort. Le candidat prend symboliquement la place du maître Hiram, qui est assassiné par 3 mauvais compagnons. Il repose à l'ombre d'une branche d'acacia, puis est retrouvé et ressuscité à l'aide des 5 points parfaits de la maîtrise. Alors, le fait de vivre sa mort symboliquement constitue un événement marquant qui nous oblige, bien sûr, à réfléchir sur le sens de la mort. Et l'interrogation sur la mort débouche sur une autre question encore plus profonde qui est « Qui suis-je » La question fondamentale, c'est bien qui naît et ensuite qui meurt. Bien plus que la mort par elle-même, qui en réalité n'est qu'un simple passage. Donc, le maître maçon, à travers la légende d'Hiram, est invité à méditer en réalité sur ce point. Qui naît? Qui meurt en réalité? Et maintenant, j'en viens au 3e mythe, le mythe de la chevalerie spirituelle. Alors, la chevalerie spirituelle en maçonnerie correspond au haut grade. Alors, déjà, posons-nous la question,
À quoi servent les hauts grades en maçonnerie? Quelle est leur véritable utilité? Puisque on peut quand même s'interroger. Si la maîtrise correspond à la mort du vieil homme et à sa résurrection en nouvel Adam, un homme nouveau, on voit mal ce qu'il pourrait y avoir au-delà. Alors, le discours du chevalier de Ramsay est considéré comme étant le point d'origine des hauts grades en maçonnerie. Dans ce discours, le chevalier de Ramsay fait remonter la franc-maçonnerie à l'époque de la chevalerie et de l'ordre du Temple. Et effectivement, en dehors de toute référence à l'acte de construire, il faut savoir que se sont développées des organisations chevaleresques faisant référence cette fois-ci au métier des armes et non pas à la construction. Ces chevaleries se sont ensuite spiritualisées et donc ensuite le combat qu'il s'agissait de livrer était un combat de l'esprit, un combat pour la souveraineté de l'esprit. Alors même si sur un plan purement historique cette filiation entre la franc-maçonnerie et la chevalerie n'est pas évidente, elle a le mérite de faire de la franc-maçonnerie une noblesse spirituelle. Je dis bien une noblesse spirituelle. Après avoir construit son temple intérieur, le franc-maçon ne peut rester indifférent aux problèmes du monde. Et il doit s'efforcer par ses actions de construire aussi le temple extérieur, c'est-à-dire une société meilleure. Et il va donc œuvrer autour de lui pour le bien. Pourquoi? Parce que noblesse oblige. Noblesse oblige. Après avoir envisagé ces mythes fondateurs, je voudrais vous parler maintenant de la tradition. La franc-maçonnerie se dit héritière d'une tradition initiatique. La tradition est souvent présentée comme une sorte de sagesse qui s'inscrit dans l'histoire et dont les principaux enseignements sont gardés par les sociétés initiatiques authentiques. Le mot tradition, en fait, est apparu en Occident au XIXe siècle avec des auteurs comme Fabre d'Olivet et Saint-Yves d'Albert. Mais déjà, lors de la Renaissance, même si on ne parlait pas encore de tradition, on parlait d'une succession d'envoyés divins à travers lesquels la vraie sagesse, au sens traditionnel du terme, s'était exprimée. Et cette chaîne d'initiés était Enoch, Abraham, Noé, Melchisédek, Zoroastre, Moïse, Hermès, David, Orphée, Pythagore et Platon. Alors évidemment, l'existence réelle de certains de ces personnages n'est pas avérée. Il y a pas mal de personnages là que j'ai cités qui sont en fait légendaires. Mais ce qui est intéressant, c'est la vérité spirituelle qui est indiquée à travers cette succession. Ensuite, en 1540, apparut pour la première fois l'expression Philosophia perennis sous la plume d'Agustin Stuck. Et au XXe siècle, René Guénon et Julius Evola popularisent le mot tradition. Guénon même en lui rajoutant le qualificatif de primordial. Tradition primordiale. Certains auteurs font référence à une origine géographique et plus précisément polaire de cette tradition primordiale. Mais ça ne doit pas être pris au sens littéral, mais au sens symbolique. Voilà, il ne faut pas se livrer à une interprétation littérale et géographique de cette origine polaire de la tradition. Nous préférons y voir une métaphore cachant un sens plus ésotérique de ce lieu mythique qu'est le pôle. La dimension polaire de la tradition, en fait, renvoie au pôle céleste d'où elle vient. Cela signifie en réalité que sa source est spirituelle et non humaine. Alors toutefois, les méthodes de transmission de la tradition ne peuvent être les mêmes aujourd'hui comme il y a 2000 ans. C'est pour ça que les rituels parfois doivent être adaptés
afin d'être rendu plus efficace, puisque les rituels anciens ne correspondent plus aux données de notre époque. Pour prendre une comparaison, comme une langue vivante évolue dans le temps, les rituels ne doivent pas être figés, ils peuvent évoluer en fonction des époques. Un rituel figé deviendrait comme une langue morte, que plus personne ne parle. Ces rituels que nous pratiquons ont pour but de nous faire atteindre l'éveil. La franc-maçonnerie est une voie d'éveil. Et s'il y a bien un thème central dans la tradition, c'est bien celui-là, l'éveil. Alors, on va voir là concrètement ce qu'il signifie. Le commun des mortels n'est pas éveillé au réel. Il n'a accès qu'à sa représentation. Cette représentation est élaborée par notre cerveau à partir de notre expérience sensorielle. Et alors, dans un degré très avancé de notre organisation, on explique la nature du réel. Alors je vais vous lire un passage d'un cours que l'on envoie aux membres de ces hauts niveaux. Et voilà ce qui est révélé. Quelle est la nature du réel? La seule réponse valable est qu'il existe plusieurs niveaux de réalité. La réalité est créée par notre esprit et en nous-mêmes. C'est une représentation du monde élaborée par notre esprit et qui a nécessité différents intermédiaires qui ont codé la perception. Ce sont les organes des sens qui transforment nos perceptions en un flux nerveux, puis les nerfs qui acheminent cette information jusqu'au cerveau. Le deuxième niveau de réalité est constitué par les molécules chimiques faites d'atomes et les photons présents à l'extérieur. C'est eux qui stimulent nos organes des sens. Un troisième niveau de réalité, celui qui se cache derrière les atomes et les photons, est constitué par de la pure information. Et on poursuit dans ce cours en disant « Le langage constitue lui aussi une représentation. Notre mental calque un discours sur le réel pour construire à partir de ce discours sa propre réalité. » Donc si vous voulez, grâce au langage, on calque sur le réel une grille de lecture symbolique et ce réel, qui était de l'information pure, devient dans notre esprit notre réalité psychique. Et alors, c'est là où je voulais en venir, la franc-maçonnerie spiritualiste conserve une méthode pour atteindre l'éveil. Et la recherche de l'état de conscience objectif et de l'éveil est un des buts de l'initiation maçonnique. Alors, afin d'illustrer cela, je vais vous citer Ouspensky, qui, dans son livre « Fragments d'un enseignement inconnu », nous parle de ces états de conscience. Alors, il parle du quatrième état, celui de la conscience objective. Le quatrième état de conscience est la conscience objective. Dans cet état, l'homme peut voir les choses comme elles sont. Parfois, dans ces états inférieurs de conscience, il peut y avoir des éclairs de cette conscience supérieure. Les religions de tous les peuples contiennent des témoignages sur la possibilité d'un tel état de conscience qu'elles qualifient d'illumination ou de divers autres noms, et le disent indescriptible. Mais la seule voie correcte vers la conscience objective passe par le développement de la conscience de soi. Alors, dans la vie de tous les jours, l'homme a le plus souvent conscience de sa propre présence indirectement par rapport aux autres. C'est-à-dire que, voilà un peu comment ça fonctionne. Si je compte pour quelqu'un, si je suis reconnu par les autres, je crois alors que mon existence a un peu plus de densité. Et donc, à ce moment-là, je compte sur les autres pour me donner le sentiment de ma propre présence.
Et donc, le piège là, c'est que je crois qu'il est indispensable d'être d'abord présent devant le regard des autres pour être présent à soi-même. Dans le livre Pour la rose rouge et la croix d'or, un livre de référence concernant les arcanes majeurs, écrit par mon maître Jean-Pierre Gédichelli de Cressac-Bachellery, eh bien, on évoque cette présence à soi-même. Je vais vous citer Jean-Pierre. Julius Evola, dans Chevaucher le tigre, écrit « Le souvenir de soi, ou la présence à soi-même, a constitué une des disciplines essentielles des doctrines internes de la tradition. La condition inverse a été décrite par quelqu'un qui, de nos jours, a proposé des enseignements du même genre, comme celle de n'être aspiré ou sucé dans l'existence ordinaire, sans en avoir aucune conscience, sans s'apercevoir du caractère somnambulique ou automatique que présente, d'un point de vue supérieur, pareille existence. Je suis aspiré par mes pensées, par la cigarette que je fume, l'amour que je fais, le beau temps, la pluie, cet arbre, cette voiture qui passe, ce livre. On est ainsi dans l'ombre de soi-même. On ignore ce que signifie vivre en étant. L'acte actif, la sensation active, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ici le lieu de nous étendre davantage sur cette méthode spécifique de réalisation. Dans ce texte, que je vous invite à réécouter, en fait, il y a tout. Et on pourrait le compléter par une citation de Gustave Meyrink qui affirme dans son livre Le visage vert « Être éveillé est tout. Il n'est rien dont l'homme ne soit aussi fermement convaincu que d'être éveillé, alors qu'en réalité, il est captif d'un filet de sommeil et de rêve qu'il a confectionné lui-même. Plus ce filet est serré, plus le sommeil règne en maître. Ceux qui en sont captifs sont les dormeurs, qui vont dans la vie comme des troupeaux à l'abattoir, mornes, indifférents, sans pensée. Cette quête de l'instant présent, grâce à une vigilance attentive, nous permet progressivement d'échapper à la tyrannie de nos pensées et des émotions, ce qui fait, ajouter à Meyrink, devenir maître de ses pensées est une méthode païenne, vieille comme le monde. Alors, dans le monde initiatique, en tout cas spiritualiste, en franc-maçonnerie égyptienne, on pratique le rappel de soi. Il s'agit d'un exercice de présence à soi-même. Et lorsqu'on pratique cet exercice, cela entraîne à terme l'apparition d'une autre personne en nous, qu'on appelle le témoin. Le témoin, si vous voulez, c'est la partie lucide de nous-mêmes, qui naît de l'observation de notre propre personnage. Et alors, lorsqu'on pratique le rappel de soi, au bout d'un certain temps, on arrive à s'identifier au témoin. On considère que le témoin est quand même plus réel que le moi extérieur, qui n'est que pure illusion. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que le témoin n'est pas plus réel que le moi. C'est lui aussi une illusion, mais il permet cependant de prendre conscience de ce qui se passe, à la fois en nous et dans le grand théâtre de la vie. Rémi Boyer, qui est un frère et qui a écrit un livre qui s'appelle « La franc-maçonnerie comme voie d'éveil », indique l'aboutissement du processus initiatique. Et ce qu'il écrit là est fondamental. Je le cite. « Le travail initiatique déclenche le processus, mais ne le maîtrise pas. Aucun exercice ne permet de basculer dans le réel. Les exercices conduisant presque mécaniquement au silence et au vide. Au contraire, l'expérience de l'être et de la plénitude du vide n'est pas une question de technique. Les pratiques vont conduire à une permanence du témoin, à une sortie des identifications
et à un état que l'on nomme souvent état objectif, mais qui ne correspond pas toutefois à l'expérience consciente du réel indiquée par le mot éveil, en tout cas pas encore. En l'état objectif, le jeu de la personne est reconnu pour ce qui est, une mascarade qui voile le réel par surimposition successive. L'état objectif est une forme de conscience accrue de ce qui est là, forme et surtout énergie des formes. Cela en quoi nous avons la vie, le mouvement et les temps. Voilà, fin de citation. Et ensuite, le témoin lui-même disparaît. Et à ce moment-là, le jeu n'est plus identifié à la personne. Il y a simplement « je suis », l'être, et sans aucune identification particulière. Certains enseignements orientaux appellent ça, en fait, l'illumination. Et nous, en maçonnerie, on appelle ça l'éveil.